Mais comme le prix du pétrole augmente, les voies augmenter parce que comme tu as dit, la supply n'est pas infinie du pétrole, bah on va avoir, plus le prix du pétrole va monter, moins les entreprises seront incitées à fonctionner au pétrole, et du coup plus elles vont accélérer leur changement vers quelque chose de plus vert, plus écologique. Je pense que tôt ou tard, l'objectif d'inflation sera relevé à 3% très probablement. Je pense pas qu'ils ont jusqu'à 4% parce que ça commence à être vraiment énorme. Mais 3% à la place des 2% d'objectif inflation, c'est quelque chose qui me paraît pas délirant. Généralement, déjà, quand c'est un événement de crédit, très peu de gens l'ont vu venir. Parce que t'as vu The Big Short, il y a vraiment une poignée d'insiders qui ont vu qu'il y avait un truc qui merdait avec les crédits subprime, mais une large majorité des gens, ils sont tombés nuls. Je pense que tout ce qui va être les plus touchés, ça va vraiment être les postes, tout ce qui est très facilement automatisable. Donc, dans tout ce qui est comptabilité, par exemple, dans une boîte de finance, pour moi, le temps est compté sur ce genre de trucs. Tous les postes, en fait, plus de bureaux, en fait. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Kolepi. Hello Kolepi. Salut, ravi d'être là. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation aussi rapidement. Ça me fait vraiment plaisir. Depuis le temps qu'on parle, c'est assez marrant parce qu'on se parlait un petit peu par message et je regardais un petit peu ce que tu faisais. Et puis un jour, on s'est rencontrés IRL, mais je ne savais pas qui t'étais. Et je t'ai découvert comme ça, un peu plus humainement, etc. Et j'avoue que en fait, ce que tu m'as dit, ce que t'as mis en lumière, etc. sur la partie Fonda, Finance Radi, etc. Ça m'a particulièrement intéressé. Et du coup, j'aurais aimé tout simplement partager ça aujourd'hui avec toi et avec toutes les personnes qui nous regardent. Donc vraiment, merci pour ça. Aujourd'hui, on va surtout parler finance tradi, macro. L'objectif, ça va être de vulgariser plein de termes qui sont souvent employés, qui sont peut-être mal compris et qui sont pas forcément simples d'accès en fait, parce qu'à chaque fois on nous rabâche les termes et on les explique pas forcément. Et surtout, on n'explique pas tout ce qui découle de ces termes de comment ils sont utilisés notamment dans la finance traditionnelle et comment tout ça, ça impacte les cryptos. Donc on va voir ça ensemble. Avant de commencer, je tiens à dire que, évidemment, ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Ici, on est là pour partager nos opinions, partager notre savoir, hein, ce qu'on a appris de notre côté. Mais en aucun cas, prenez ça pour argent comptant et faites n'importe quoi avec ça. Donc voilà. Maintenant que les disclaimers sont faits, que le disclaimer est fait, je voulais te demander qui aimerais-tu voir sur la chaîne. J'ai l'habitude de à chaque fois demander la personne que mon intervenant aimerait voir sur la chaîne pour parler un petit peu et qui pourrait peut-être compléter son sujet ou parler d'un sujet totalement différent. Alors récemment, j'avoue que t'as fait l'interview au Richard Détente et du coup ça m'a régalé parce que je suis beaucoup Richard depuis pas mal de temps. Après, tu vas avoir des personnalités comme Charles Gave, du coup, qui travaillent pas mal avec Richard Détente et qui est très très intéressant, et aussi Didier Darcet, qui sont vraiment deux personnes vraiment pertinentes pour discuter économie, macro, peut-être moins crypto, mais ça reste des personnalités vraiment intéressantes. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont toujours ultra pessimistes, en mode c'est la fin du monde à chaque fois. Et en fait, j'ai l'impression, de mon point de vue extérieur, de personnes qui s'est pas forcément ultra renseignées sur ces personnes-là, hein, c'est un a priori. Et justement, le but, c'est d'exprimer cet a priori pour que tu me complètes. J'ai l'impression que c'est toujours, c'est la fin du monde chaque année, et un jour, ils auront raison. Comment toi, tu les perçois exactement, et comment tu perçois, par exemple, les gens qui sont ultra pessimistes, peut-être même que toi, tu l'es? Comment je perçois les gens ultra pessimistes, la question elle est assez difficile, mais je trouve que le propos qu'ils ont est réellement intéressant, notamment sur le rapport des banquiers centraux, le poids de la dette qui est astronomique et qui ne s'arrange pas. Le fait est que, comme tu le dis, effectivement, ça ne crache jamais, et sûrement un jour ils auront raison, et la fin du monde arrivera, et le SPX mangera moins 30%. Mais néanmoins, je trouve que ça reste vraiment intéressant, cette vision. C'est des personnalités qui ont une vision très pointue, en fait, qui savent ce dont elles parlent, ce qui ne veut pas dire qu'elles ont raison dans ce qu'elles disent, mais en tout cas, elles connaissent très très bien leur sujet. Et du coup, je trouve qu'il y a toujours vraiment de la valeur à aller chercher dans leurs vidéos, notamment sur le grand angle. Ouais, je pense que ça peut être intéressant d'avoir leur vision pour compléter notre vision. Je trouve que ce qui est peut-être un peu dommage parfois, c'est qu'il y a peut-être pas assez de recommandations ou Ouais. d'actions qu'on peut mettre en place pour justement pallier ou en tout cas se protéger de tout ça. Souvent c'est ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ok, ça va mal, le monde va s'effondrer. Je vis dans un monde qui est anxiogène. Ok, mais moi je fais quoi en tant qu'être humain? Je vis avec Après, cette anxiété ou tu vois? ils ont quand même quelques Ils axes ont mis en où place des je produits. trouve que c'est très bien, notamment Richard Detombe très récemment, du coup, que tu as interviewé, il a récemment fait une vidéo sur l'intelligence artificielle qui en vrai n'est pas du tout pessimiste et qui
qui donne des façons Faut faire avec, quoi. de profiter de ouais, voilà, de ça, de profiter de l'intelligence artificielle pour pourquoi pas tenter de nouvelles choses, avoir une vision différente du monde. Donc, pour le coup, Richard Dayton, je trouve pas qu'il est forcément, ce qu'on appelle un perma-doomer, donc perma-pessimiste. Mais pour le coup, ouais, Charles Gaff, Didier Darcet sont un peu plus pessimistes. On a vu les conférences à Surfing Bitcoin. Et du coup, qui es-tu simplement? Qui es-tu? Que fais-tu? Et comment Alors, te définirais-tu parce que tu parlais de perma-doomer, qu'est-ce que t'es toi? du coup, Colepi, donc je gère The Macronomist, qui est un journal qui parle macroéconomie, finance de marché. Des fois, on se fait des petites analyses plus sur la technologie. Récemment, je parlais de Google, par exemple, parce que je suis très très fan aussi de technologie. Et comment je me définirais comme optimiste modéré, je pense. Il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement positives. Donc, je pense encore une fois à l'intelligence artificielle. Il y a aussi, j'essaie toujours de chercher un bon élément même dans les événements assez difficiles qu'on vit au quotidien, donc notamment la récession. J'avais aussi fait un parallèle avec le fait que dans les années 70, la récession, elle avait permis aussi d'avancer vers un monde beaucoup plus axé sur l'environnement. Ça avait permis aux entreprises aux États-Unis de se reconformer aux règles environnementales parce que il y a eu un énorme problème de pollution aux États-Unis dans les années 70. Et du coup, j'essaie toujours quand même de trouver, même si la période peut être très anxiogène, que ça soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit le conflit Ukraine-Russie, que ce soit la récession, l'inflation, je suis d'accord, il y a énormément de pessimisme actuellement, mais néanmoins, il y a toujours des éléments positifs à en tirer, il y a toujours des éléments qui font qu'on peut en tirer une bonne chose. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Les gens t'appellent Colépi, est-ce que je dois t'appeler Colépi? Au quotidien, comment t'occupes ton temps? Alors, très concrètement, ma journée, elle se découpe entre le fait de faire des recherches, donc j'utilise pas mal les rapports des grandes banques, donc il faut chercher les rapports des banques, déjà. Je passe beaucoup par LinkedIn pour cette partie-là. Je me renseigne énormément via la presse financière aussi, donc notamment anglaise, Financial Times, Zero Hedge, Wall Street Journal, toutes ces choses-là. Donc j'emmagasine énormément de données, j'en écris des articles, et ces articles me servent aussi moi personnellement pour ma thèse personnellement et pour gérer mon portefeuille par la suite. Ok, et du coup toi tu fais ça depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu faisais peut-être Je suis avant? Est-ce que arrivé tu faisais des choses différentes? Donc, pour revenir un petit peu sur mon parcours, je suis arrivé sur les marchés crypto en 2020, donc je venais tout juste d'avoir 18 ans. En fait, mon cousin me parle de crypto depuis 2017, mais j'avais pas l'âge légal littéralement pour pouvoir rentrer sur le marché, même si ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai simplement attendu mes 18 ans, il y a eu le crash en mars 2020 et je me suis dit que c'était le moment. Donc c'est là que j'ai commencé à checker un petit peu ce qui se faisait dans les cryptos et c'était on va dire ma porte d'entrée dans le monde de la finance. Ensuite, j'ai travaillé pour Journal du Coin et Coin Academy, donc du coup en tant que rédacteur. Et j'ai aussi fait quelques mois de travail chez CoinHouse, donc en tant qu'analyste. Marché crypto et marché tradi, c'est là que en fait j'ai commencé à choper cet attrait pour la macroéconomie parce que mon manager qui m'a vraiment appris beaucoup de trucs pour le coup, c'est lui qui m'a un peu expliqué les relations entre ce que font les banquiers centraux, les marchés traditionnels, le monde de la crypto et toutes ces choses-là. Et c'est aussi lui qui m'a introduit d'ailleurs aux options. Donc donc je dois beaucoup et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours. Et il a fait en sorte qu'en tout cas actuellement j'ai un journal qui discute uniquement de macroéconomie. Donc il m'a quand même pas mal marqué. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. On parle du coup de macroéconomie, mais moi je suis en random, je m'intéresse à la crypto. Je vois que tout le monde me parle de Jérôme Powell, je comprends pas trop pourquoi. Je vois qu'on me rabâche à chaque fois les histoires de taux, je comprends pas pourquoi. Pourquoi s'intéresser à la macro déjà en tant que enthousiaste et passionné de crypto? Parce que déjà, si t'es purement simplement passionné de blockchain et de technologie et de l'innovation de ce qu'apporte la crypto, en vrai, t'as très peu d'intérêt à t'intéresser à la macro. Si toi, ton délire, c'est en innovation.
Par contre, si tu vois vraiment la crypto avant tout comme de l'investissement, comme du trading, comme vraiment quelque chose plus spéculatif, on va dire, même si c'est pas uniquement le but, bah, la macroéconomie, elle a vraiment une importance prépondérante parce que bah, les taux directeurs, c'est des éléments qui font à chaque fois bouger le marché. L'afflux de liquidité qu'il y a eu en 2020, je pense qu'elle est au moins partiellement responsable du bull run historique qu'on a eu en 2021-2022. La restriction monétaire, la période de restriction monétaire qui a suivi 2020-2021, donc l'année 2022, bah, elle s'est marquée par un gros bear market sur les cryptos. Donc on voit bien en fait que la macroéconomie, elle a vraiment une influence énorme sur les crypto-monnaies. Donc si vous êtes là par but pour la technologie et pour l'innovation, franchement, ça sert à rien. Enfin, vous pouvez suivre de loin, mais ça vous apportera pas grand-chose. Par contre, si vous êtes vraiment là dans l'optique de construire un capital, construire un portefeuille, je pense que c'est quasiment impossible de passer à côté de la macroéconomie. Pas forcément tout savoir, mais simplement savoir les taux directeurs, les relations banques, marché traditionnel, etc. C'est quelque chose qui est assez important à mon sens. Je suis d'accord sur ce que tu disais par rapport au fait de spéculer, l'importance de d'avoir conscience de ça, vu que ça a au moins un impact, enfin au minimum un impact mineur, comme tu l'expliquais. Mais je suis pas d'accord par rapport au fait que si on s'intéresse à la technologie et qu'on est purement dans le fondat, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser, parce que au final, si tu regardes la DeFi, aujourd'hui tous les produits qui se build, on reproduit plus ou moins ce qu'on a fait dans la TradFi de manière décentralisée, et plus ou moins de manière décentralisée dans la DeFi. Et donc, en fait, ça nous permet un petit peu de prédire les produits, les services, les protocoles qui pourraient être aussi mis en place dans les prochaines années dans la DeFi. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Donc, Ouais, non, mais en vrai, c'est un point de vue intéressant. Après, le truc, c'est que pour le moment, la DeFi, en vrai, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Et surtout, la question se pose de est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller s'emmerder à aller dans des protocoles de DeFi qui sont absolument pas aussi audité. solides que des obligations américaines qui actuellement rémunèrent à 5%. Bah, c'est plus ça, la question se pose de pourquoi j'irais sur un protocole DeFi qui me rémunère 2, 3, 4%, alors que je peux avoir comme contrepartie l'État américain, et que la probabilité de défaut est quand même extrêmement faible. C'est plus ça mes questions, c'est plus là que je me dis... Ouais. J'ai l'impression que t'as la narrative Real World Asset qui nous permet aussi de pas choisir. C'est-à-dire que là, par exemple, je faisais un petit peu mes recherches sur les dernières levées de fonds, tu vois, en crypto. Et je passais un peu au peigne fin toutes les boîtes qui sortaient, etc. Et je suis tombé sur une boîte. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un ex-employé de Circle qui travaillait donc dans l'alliance entre Circle et Coinbase, qui lance une entreprise qui permet de spéculer et d'investir dans des bons du trésor américain et des assets de la finance traditionnelle on-chain. Et eux, en gros, ils s'occupent du lien entre les deux et de faire en sorte que tout soit backé d'une certaine manière. Donc moi, j'ai un peu la sensation, aujourd'hui, il y a un vrai manque pour le fait de pouvoir investir et spéculer sur la finance tradi depuis la DeFi d'une certaine manière, et que ce manque-là est en train va se combler au fur et à mesure. Parce qu'au final, je pense que les gens en ont marre d'avoir des stablecoins qui ne rapportent rien et qui sont au final utilisés. En tout cas, l'argent qui back ces USDT sont utilisés par Tether et Bitfinex pour derrière générer du rendement et faire de l'argent sur notre argent en réalité. Donc, j'espère aussi, comme toi, qu'il y aura un pont en fait qui va se faire entre la finance traditionnelle et le on-chain, la finance décentralisée. Les cryptos, ça serait vraiment exceptionnel. Mais après, je me pose la question de est-ce que les gens qui gèrent les marchés traditionnels actuellement ont vraiment envie de faire ce pont? C'est plus ça ma question, et c'est pour ça que je suis mitigé sur la question, on va dire. J'ai vraiment pas une opinion ferme parce que je suis pas sûr qu'on en arrivera là. J'espère qu'on en arrivera là. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ce pont-là, on le fait pour nous actuellement, et il sera pour eux plus tard, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons envie de spéculer sur tout ça on-chain, et que tôt ou tard, ça leur servira à eux. On voyait, je crois que c'était Larry Fink qui en parlait, qui disait que le monde de demain, que la finance tradi de demain sera on-chain, etc. Donc, bon, est-ce que c'est une belle phrase pour avoir l'attention du public par rapport au ETF Bitcoin qu'il est en train de soumettre? Je sais pas. Mais, est-ce qu'on a vraiment envie de se manger toute la régulation absolument terrifiante de marché traditionnel sur le marché crypto? Ouais, franchement, on est quand même à des années-lumière. Il y a des trucs, genre le Harry Potter, Obama, Shiba Inu, je sais plus quoi, ça c'est pas régulé, c'est le Far West.
Ouais, mais J'en ça, ai ils pas, pourront jamais le c'est- réguler. Tu pourras jamais empêcher quelqu'un de créer un jeton ERC20 on-chain ou Ouais, ça dépend. Si BRC20. tu te retrouves qu'avec des sexes, tu peux complètement limiter tous les tokens. Hein. Il y aura toujours C'est des pas, c'est pas, hooligans ouais, il y aura pour toujours des faire. trucs très ghetto, mais ça sera de plus en plus difficile en tout cas. Là, actuellement, ces Ouais. 2 dernières années, on a quand même eu des trucs de dingue, absolument insensés. Bah, le Harry Potter, Shiba Inu, c'est des trucs complètement insane. Enfin, c'est plus ça. Est-ce que la communauté crypto a envie d'accueillir des gens qui vont essayer d'empêcher toutes ces choses-là? Même si c'est le Far West, même si c'est pas bien, même si c'est que de la spéculation, je sais que la communauté crypto aime quand même un petit peu ce genre de truc, quoi. Là, ça va être en mode. Là, c'est ta zone, ça, c'est ma zone. Ouais, c'est Respect. ça. Ils vont pas être très d'accord, je pense. Bon, on verra. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de faire un gros point sur la macro et la finance radie pour que bah, les personnes qui nous écoutent et qui sont à fond dans les cryptos puissent un petit peu comprendre tout ça. On parlait un petit peu de avant comment tu t'y étais mis et quel intérêt ça a de s'y mettre d'une certaine manière, mais tu m'as pas forcément dit comment s'y mettre. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la finance traditionnelle, qui veut se mettre dans la macro en plus des cryptos, quelles sont les ressources, ou en tout cas le path, le chemin à suivre selon toi, en dehors de cette vidéo qui évidemment sera là pour compléter le plus possible cette envie. Pour moi, il y a donc en France déjà, parce que le monde anglais est vraiment énorme, vous trouvez vraiment beaucoup de choses dessus, mais en France, on a un site qui ressort et qui est complètement gratuit, c'est Finance pour tous. Vous allez vraiment avoir des explications, tous les détails, tous les termes techniques, tout ça, vous pouvez vraiment tout trouver sur ce site. C'est vraiment un excellent site, je m'en sers moi-même très très souvent. Et après, la deuxième chose, mais là pour le coup c'est payant, ça va être un abonnement à la presse financière. Peu importe, français, anglais. Moi je trouve que avoir un abonnement à la presse financière et être assidu dans sa lecture, peu importe ce que c'est, essayer plusieurs journaux, il y a des offres d'essai pour quasiment tous de toute façon, essayez les journaux et en fait lisez, apprenez les termes techniques et essayez de comprendre à chaque fois. Et très très vite, honnêtement, si vous faites l'effort d'aller chercher le lexique et comprendre comment ça fonctionne, vous allez en fait juste mieux comprendre comment la macroéconomie fonctionne. Donc pour moi, si j'avais un conseil, ce serait prendre un abonnement en presse financière, peu importe laquelle c'est, mais essayer d'avoir un truc de qualité et le lire régulièrement et s'exposer en fait à ça tous les jours, s'exposer à ce qui se passe dans le monde. Vous voyez un petit article sur l'intelligence artificielle, vous lisez des articles sur les banquiers centraux, les derniers mouvements. Ah, il y a la Bank of Japan qui modifie les règles de son yield curve control. Ah, c'est quoi le yield curve control? Et tout ça, et à force d'itération comme ça, vous allez de mieux en mieux comprendre comment fonctionne le paysage économique. Mais pour moi, ça sert à rien, tout ce qui est formation qui reste figé, étant donné que la macro, ça se résume à capter les changements du monde. Ça sert à rien de prendre une formation macro, formation, parce que bah, cette formation, elle est fixe, alors que la macro, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue tout le temps. Voilà, pour moi, ça sera surtout ça. Je pense que, par exemple, lire Bloomberg, je pense que ça peut être pas mal. Bloomberg, Aussi, Financial Times, Zero Hedge, enfin vraiment celui qui vous plaît, celui que vous trouvez le plus pertinent, celui qui s'adresse le mieux à votre niveau, parce que Bloomberg, on peut avoir quand même des termes assez hardcore, alors que Financial Times, par exemple, je trouve qu'il vulgarise très bien. Ouais, c'est ça. Alors que Financial Times, moi je trouve qu'il vulgarise vraiment très très bien. Bon, ça reste en anglais, donc si vous avez du mal avec l'anglais, c'est un peu plus chiant, même si on a des traducteurs. Et sinon en France, on a les Échos, les Échos qui est dans l'absolu un très très bon journal qui explique bien aussi. Ok, bien noté. Maintenant qu'on a un petit peu défini le chemin, nous on va essayer de définir un petit peu ce chemin et de d'éveiller la curiosité d'un maximum de personnes qui nous regardent ici. J'aimerais peut-être commencer avec une petite introduction avec des termes qu'on nous cite souvent et qu'on nous explique peu. Mhm. Je pense notamment banque centrale, taux directeur. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle des banques centrales, le rôle des taux directeurs et leurs impacts? Alors, donc déjà, on va commencer par la Banque centrale. La Banque centrale, c'est l'entité qui gère la monnaie. Donc, on a la Banque centrale européenne qui gère l'euro, on a la Fed qui gère le dollar, et on a la Bank of Japan qui gère le yen japonais. C'est les trois principales. Après, il y en a évidemment une pour plus ou moins toutes les devises. Leur objectif, c'est de maintenir une stabilité au niveau des prix. Donc, l'objectif d'inflation, il est fixé à 2% dans la plupart des pays du monde, à ma connaissance. Et du coup, leur but, c'est vraiment d'assurer 2% pour, d'une part, maintenir l'emploi et également maintenir l'investissement. Si votre monnaie, elle se dévalue peu à peu à hauteur de 2% par an, bah, vous allez être incité à investir votre argent.
Donc leur but, c'est vraiment de rendre cet objectif d'inflation à 2%. Un objectif qui n'a pas été atteint au cours des, des 2 dernières années, mais ils y travaillent. Et Mais est-ce que donc, du coup, le historiquement, deuxième... est-ce que Ouais, historiquement, désolé de te couper, hein, mais est-ce que pas de historiquement soucis, ils monsieur. ont bien fait leur boulot ou est-ce que c'est genre juste Bah, depuis peut-être 10-20 ans il qu'ils y a eu déconnent? il y a eu des périodes de... Donc, il y a eu une stagflation dans les années 70 où il y a eu une multitude de facteurs qui ont fait que l'inflation a explosé. Si je dis pas de bêtises, elle a quand même touché 12 ou 13% aux États-Unis. J'ai pas le graphique sous les yeux, mais une inflation astronomique. Donc, bah, est-ce qu'ils ont bien fait leur boulot? Ça dépend de la période. S'il y a eu des chocs inflationnistes, on va dire sous-jacents, comme par exemple, là, on a les prix du pétrole qui remontent. Et bah ça, c'est des risques qui pèsent sur le pouvoir d'achat des citoyens. Si pour aller au travail tous les jours, tu mets X centimes de plus dans ta voiture, bah ça va peser sur ton pouvoir d'achat et c'est des facteurs qui alimentent l'inflation. Donc leur objectif, c'est 2%. Ils font ce qu'il faut pour essayer de le maintenir, mais parfois, moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'ils réagissent trop tard. En fait, en 2021-2022, ils ont réagi, l'inflation était déjà à 6%, si je dis pas de bêtises. C'est long. Mais après, il faut savoir aussi que les banques centrales, pendant très longtemps, elles ont lutté non pas contre l'inflation, mais contre la déflation. Donc, contre le fait que l'argent devient de plus en plus fort. Et là, du coup, bah, ça incite les gens à conserver leur capital, parce que bah, plus t'attends, plus tes euros, ils ont un pouvoir d'achat. Ils Donc, gagnent t'as en aucun intérêt à valeur. l'investir ni à le C'est comme tes consommer. bitcoins. Donc, Pourquoi les dépenser alors ouais, qu'ils c'est ça. gagnent en valeur? Et en fait, ils ont vu l'inflation s'envoler à 2, 3, 4%. Et ils se sont dit, mais on lutte surtout contre la déflation depuis un moment. On va rester patient sur ça. Et au final, l'inflation s'est envolée à des niveaux astronomiques. Donc, est-ce qu'ils font bien leur job? Ça dépend de comment tu vois les choses. Oui, ils essayent, mais parfois ils réagissent trop tard. Parfois, ils réagissent pas. Là, pendant très longtemps, ils n'ont pas réagi vis-à-vis de l'inflation. Donc c'est tout un débat. La monnaie, c'est tout un débat, et c'est surtout quelque chose de très complexe et qui nous dépasse même, même les plus grands experts. En fait, la monnaie est tellement complexe maintenant que c'est très très difficile. Et du coup, on parlait aussi des taux. Les taux Mhm. en soi, c'est un levier sur lequel ils peuvent appuyer ou en tout cas qui peuvent C'est ça. jauger pour justement appliquer leur politique monétaire. Je suppose qu'il y a quoi? Il y a les taux, il y a peut-être la masse monétaire aussi en elle-même qui peuvent Ouais. En impacter. gros, Ouais. en gros, on va dire que les banquiers centraux, ils ont une boîte à outils qui leur permet de manager un petit peu leur monnaie. Donc, on va avoir dans un premier temps les taux directeurs. Donc, le taux directeur, ça représente à combien la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Donc, les banques commerciales, en France, le CIC, BNP Paribas ou Crédit Mutuel, qu'importe. Mais en gros, là, actuellement, le taux en Union européenne, le taux directeur est à 4,5%. Donc, c'est-à-dire que si BNP Paribas va emprunter de l'argent à la Banque centrale européenne, elle l'empruntera au taux de 4,5%. Donc, ce taux directeur, il sert aussi pour les citoyens. Bah, par exemple, là, je vais contracter, enfin, si je contracte un prêt pour m'acheter une maison et que le taux directeur de la Banque centrale européenne est à 4,5%, bah, je sais déjà que Tu vas te faire mon allumer. taux va être ouais, déjà, je vais me faire allumer, mais il sera forcément au-dessus de 4,5%, étant donné que bah, C'est le prix plancher, quoi. ma banque, ouais, c'est ça, c'est le prix plancher, en fait. Donc ça, ça impacte en fait tout ça, ensuite la vie de tous les citoyens, parce que bah, ces banques, elles répercutent ensuite ces prêts qu'elles ont de la BCE aux consommateurs, à vous et moi, quand on fait soit un crédit conso, un crédit hypothécaire, n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui se répercute ensuite sur nous, quoi. Et donc pourquoi Ok. elle remonte pardon, ces taux directeurs? Pendant ces dernières années, on a eu une inflation qui est grimpée jusqu'à 8-9% en France. Et du coup, bah, le fait de lever les taux, ça désincite les gens à contracter des prêts. L'argent qui circule dans l'économie diminue et l'inflation ralentit. Donc, pour la petite explication, ça, c'est du côté de la hausse des taux, la baisse des taux. Si au contraire, ils veulent réactiver l'économie, parce que l'inflation est à 0%, et bah, là, ils vont baisser les taux, histoire d'inciter les gens à contracter des prêts avec de l'argent dans l'économie. Donc ça Il y va a être, on quand va dire, le des premier taux anti. négatifs? Ouais, il y a même des taux négatifs en 2020, par exemple, pour la crise, pour contrer la crise du Covid, il y a même eu des taux négatifs. Donc, c'est-à-dire que la banque payait des gens, enfin, payait les entreprises notamment pour contracter des prêts. Donc, je me rappelle que c'est Bernard Arnault qui avait dit, mais c'est dingue quand même, j'emprunte de l'argent et on me paye. Donc ça, C'est c'était incroyable. assez lunaire. Ça, c'est le premier outil des banquiers centraux. Et après, on va avoir d'autres outils donc, qui se nomment quantitative tightening et quantitative easing. Donc ça, c'est une notion un petit peu plus complexe, mais le quantitative easing, ça consiste pour la banque centrale à acheter des obligations.
les obligations qui sont des morceaux de dette d'un État ou d'une entreprise, elles achètent ces obligations, et en achetant ces obligations, ça injecte de l'argent dans l'économie. À l'inverse, le quantitative tightening, c'est strictement l'inverse. Au lieu d'acheter ces obligations, elle les revend, et ça a pour conséquence de retirer de l'argent de l'économie. Donc on va dire que c'est les outils principaux des banquiers centraux. Et du coup, juste avant, tu parlais d'inflation. Est-ce que tu peux peut-être définir très simplement l'inflation et l'impact que ça a sur l'économie? Donc l'inflation, bah, simplement, c'est la vitesse à laquelle les prix évoluent. L'objectif des banquiers centraux, ça a historiquement été de 2%, donc ça fait des années que c'est 2% plus ou moins autour. Et comment ça impacte l'économie? Bah, je pense que tous ceux qui nous regardent le savent très bien. L'inflation a été à 8,7-8% l'année dernière. Ces quelques dernières années, on a vraiment eu une forte période inflationniste. Et bah, ça fait simplement que tous les consommateurs, tous les acteurs économiques perdent en pouvoir d'achat. Et du coup, pour contrer ça, c'est un peu difficile parce que pour contrer ça, la Banque centrale augmente les taux. Et cette augmentation des taux, elle fait que bah, tout le monde investit beaucoup moins parce que bah, y a moins d'argent. Donc bah, ça crée un climat assez compliqué. Et à l'inverse, on a du coup la déflation dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui là, c'est la monnaie qui devient de plus en plus fort. Et ça, c'est également un problème. C'est pour ça qu'ils essayent de rester à 2% d'inflation. C'est pour pas être trop à la limite. Par exemple, s'ils avaient 1% d'inflation, bah, ça irait très vite, le passage où il y a une petite inflation de 1% et une déflation en dessous de 0%. Donc c'est pour ça aussi que le taux, il a été fixé à 2%. C'est pour avoir une petite marge de main-d'œuvre entre petite inflation et déflation. Mais est-ce qu'on peut pas créer de l'inflation sans action nécessairement, par exemple, des banques centrales? Je pense notamment à tout ce qui est gaz, pétrole, etc., qui sont utilisés par tous globalement pour produire des services, des activités, transporter des marchandises, ce genre de choses. Est-ce que je peux être une entreprise, je sais pas, je suis une grande entreprise pétrolière, je suis un grand pétrolier, je décide, ok, maintenant, je limite les réserves qui sont mises en vente. Du coup, si j'ai un énorme impact techniquement, bah, s'il y a la même demande et qu'il y a moins de supply qui est disponible, le prix monte. Et donc, si le prix du pétrole monte, à ce moment-là, ça impacte Ça l'économie touchera ensuite mondiale. l'inflation. Et donc, à ce moment-là, ça impacte bah, les prix comment dire, des produits qui sont vendus en soi. Et donc, bah, le particulier comme nous. Donc, par quoi peut être causée en soi l'inflation et quel est le rôle aussi des matières premières? Bah, l'inflation, ça peut être causé par pas mal de choses. Donc, comme tu as dit, les prix de l'énergie, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, étant donné que bah, le transport, qu'il soit aérien, qu'il soit par ferry, donc bah, tous les iPhones que Apple reçoit en France et qui viennent de Chine, Taïwan ou je sais pas trop où, ramenés en France grâce à des bateaux, grâce à des avions, grâce à n'importe quel moyen de transport. Mais en tout cas, ce moyen de transport, il fonctionne au pétrole, probablement. Donc forcément, les prix de l'énergie, bah, c'est en plus quelque chose dont les entreprises ne peuvent pas se défaire. Elles peuvent pas se dire, non, mais c'est pas grave, au pire, j'enlève le transport de ma marchandise. C'est impossible. On peut pas réduire ce coût, en fait. Donc l'énergie est vraiment importante dans l'inflation, et c'est quelque chose qui se diffuse en plus dans toute l'économie après, parce que bah, que ce soit pour que les gens aillent au travail, pour qu'ils aillent chercher leurs enfants, pour qu'ils aillent faire des Leurs activités en vêtements. famille, leurs vêtements, tous les produits électroniques, absolument tout, est en partie contrôlé enfin, tout a un besoin d'essence, pardon, c'est plus clair. De même pour le gaz est extrêmement utilisé dans tout ce qui est industrie lourde, et l'industrie lourde, bah, on en a tous plus ou moins à faire. On en a tous plus ou moins besoin de l'industrie lourde. Donc ces deux énergies, elles sont vraiment prépondérantes dans le calcul d'inflation. Et qu'est-ce qui empêche certains acteurs peut-être d'être irrationnels à court terme en ce qui concerne le supply du pétrole qu'ils contrôlent et de leur mise en vente et potentiellement bah, d'impacter le monde entier pour un bénéfice d'une autre manière. Je sais pas. À quel point le prix du pétrole peut être manipulé par exemple parce qu'au final là c'est le nerf de la guerre hein, de ce que je comprends. Ouais, complètement. Bah, en fait, là, ce qui s'est passé en fait récemment, c'est très intéressant parce que on a eu du coup, je vais prendre le graphique du pétrole sous les yeux. On a eu en mars 2022, il y a eu une grosse montée du pétrole. Je vais peut-être partager mon écran, ce sera encore plus clair. Donc, en mars 2022, donc, comme vous voyez, là, c'est le prix du baril, le Brent, donc c'est comment calculer le prix du pétrole aux USA. Et en 2022, il y a eu une énorme augmentation du prix de pétrole. Qu'est-ce qu'a fait Joe Biden et les politiques américains pour essayer de conserver au maximum le pouvoir d'achat des consommateurs américains?
ça a été qu'ils ont tapé dans ce qu'on appelle la réserve stratégique de pétrole. Donc, en gros, c'est, vous imaginez que quelque part aux États-Unis, il y a un endroit avec énormément de barils de pétrole, et que ces barils de pétrole, ils servent en cas d'urgence. En fait, s'il y a un besoin, si on n'arrive plus à s'approvisionner, bref, pour X raisons, on peut taper dans ces barils de pétrole, on en a d'avance, c'est un stock. Donc, pour faire baisser le prix du pétrole juste aux États-Unis, les Américains ont décidé de libérer ces barils de pétrole pour créer justement de la supply et créer de l'offre, créer une nouvelle offre sur le pétrole américain. Et grâce à ça, ils ont réussi à maintenir un prix du pétrole franchement OK aux États-Unis. Donc les consommateurs étaient contents, ils n'ont pas mangé une trop grande baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est très bien. Sauf que la contrepartie, c'est que la réserve stratégique de pétrole, entre-temps, elle s'est vidée. Ils ont monté, OK, c'est bien. La réserve s'est vidée parce que ils ont tapé dedans. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2022, Joe Biden a dit qu'il cherchait à racheter du pétrole en dessous de $70. $70, on va mettre un petit trait ici, comme ça sera clair. Il a dit, si on passe en dessous d'ici, je rachèterai du pétrole. Donc, comme vous l'avez vu, il a dit ça en novembre 2022, donc il part ici. Joe Biden, c'est le support, en fait. Ouais, Joe Biden, c'est le support. Sauf que, si on regarde, là, j'ai pas le graphique, faudrait que j'aille sur Internet, mais si on regarde la réserve de pétrole, en fait, elle s'est pas remplie. Il a pas racheté de pétrole comme il avait dit, ici, sur ces niveaux-là. Sauf que, entre-temps, l'Arabie Saoudite et la Russie, même de manière plus générale, les pays producteurs de pétrole, ils se sont dit, on va ralentir la production de pétrole, comme ça, on va faire monter le prix on va faire monter le prix. Et là, qu'est-ce qui se retrouve un petit peu en position d'échec et mat? Les Américains, étant donné qu'ils ont pas racheté du pétrole comme ils avaient dit en dessous de $70. Mais pourquoi leur réserve de pétrole s'est vidée. Là, pour le coup, c'est une grande question. Il a dit en novembre 2022, je rachèterai du pétrole sous $70. Il ne l'a pas fait, et maintenant, il se retrouve en échec et mat, parce qu'il a pas envie de racheter son pétrole plus cher à $86 le baril. Il a fait comme Caroline. Il a fait comme Caroline. Je sais pas, max bid sur le FTTR et ça passera pas en dessous. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, là, les États-Unis, ils sont bien en position d'échec et mat. Je sais pas si le pétrole ira jusqu'à 100, 110, 120, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ça arrive, là, pour le coup, ils pourront pas protéger le consommateur américain. Et Biden, il a pas envie de ne pas protéger le consommateur américain alors que les élections arrivent dans 1 an à peu près. Donc là, on se retrouve dans une belle position d'échec et mat, et je sais pas si c'est volontaire, si la Russie a vu que les réserves stratégiques des USA étaient basses et qu'ils se sont dit, tiens, on va les faire cracher. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour répondre à ta question à quel point le prix du pétrole peut être manipulé, on a potentiellement un élément de réponse ici. C'est vraiment un enjeu géopolitique, c'est un jeu de stratégie. C'est une folie, hein. C'est littéralement un jeu de stratégie. En fait, c'est tellement important. C'est tellement important à l'échelle d'un pays, le prix du pétrole, que forcément, ça devient un enjeu majeur, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de truc qui est intéressant. Qu'est-ce qui explique que, je sais pas, le prix du pétrole, il explose pas? Parce qu'en gros, je dis des choses de manière naïve, tu me coupes, hein. J'ai l'impression que on produit du pétrole, mais on en consomme plus que ce qu'on en produit. En tout cas, les réserves planétaires, elles font que baisser. Enfin, genre, en tout cas, on a atteint, de mémoire, ce que j'avais entendu, c'est qu'on avait atteint notre pic de productivité en termes notre pic de production en termes de pétrole, et que maintenant on allait que baisser, alors que en soi, notre consommation ne baisse pas. Donc, ça veut dire que techniquement, il y a moins de pétrole qui est disponible tout court. Et la demande reste la même, voire augmente. Comment ça se fait que, par exemple, le pétrole est pas à 150, 200 ou 300, ou qu'on flambe pas, ou qu'on est... Parce que du coup, là, c'est manipulé clairement à la baisse, comme à la hausse peut-être à court terme. Est-ce que tu peux peut-être commenter ça? Moi, encore une fois, je connais pas du tout le sujet. Le but, c'est justement de t'avoir sur ce sujet pour peut-être compléter tout ça. En fait, le prix du pétrole, déjà, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc, sur les pays producteurs de pétrole, comme je t'ai dit juste avant, l'OPEP qui décide de ralentir sa production de pétrole volontairement pour soutenir le niveau de prix, qu'on va avoir déjà ça. Mais aussi, on essaye de plus en plus, c'est quelque chose qui est assez beau finalement dans les marchés, mais comme le prix du pétrole augmente, et qu'il est voué augmenter parce que, comme tu as dit, la supply n'est pas infinie du pétrole, on va avoir plus le prix du pétrole va monter, moins les entreprises seront incitées à fonctionner au pétrole, et du coup plus elles vont accélérer leur changement vers quelque chose de plus vert, plus écologique. Donc ça, c'est mon opinion purement personnelle, mais mécaniquement, plus là, si le pétrole il flambe à $230, elles vont toutes essayer de limiter à fond leur consommation de pétrole et à chercher des alternatives. Au bout d'un moment, en fait, ouais, c'est ça. À part si t'es vraiment forcé,
Mais si tu peux te permettre de trouver des alternatives au pétrole quand son prix explose, bah c'est tout bénef. Tu fais tu fais vraiment des économies de dingue. Donc pour moi, il y a en fait ce jeu entre l'offre et la demande, c'est simplement plus le pétrole est cher, plus les entreprises vont essayer de limiter leur consommation de pétrole, de leur limiter leurs utilisations du pétrole. Et si le prix du pétrole vient de là péter son sommet et qui flambe à 130, 140, 150, évidemment, il va y avoir de l'inflation. Hein. Tout le monde ne va pas supprimer le pétrole du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais en tout cas, toutes celles qui seront en mesure de faire des efforts, elles feront des efforts vers des technologies plus vertes, renouvelables. Elles essaieront de trouver des solutions. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que on crée, en tout cas peut-être certains essayent de créer, de manipuler le prix pour qu'il y ait un range artificiel, pour que les prix ne s'enflamment pas, pour que les gens continuent de consommer du pétrole et ne soient pas incités à faire une transition. Parce que eux, en tant que détenteurs de pétrole, ils ont pas d'intérêt actuellement, à part si eux, ils ont une alternative à vendre, que on utilise une autre source d'énergie, quoi. Bah, c'est comme si d'un coup, Apple, du jour au lendemain, ils disent ok, bon, à partir de maintenant, le prix d'entrée pour un iPhone, c'est 20 000 euros. Bah, désolé, mais ça va être compliqué, quoi, tu vois. Là, c'est pareil, mais pour un produit, on va dire, indispensable. Donc, ils peuvent pas non plus se permettre d'absolument faire n'importe quoi. S'ils augmentaient le prix du baril à 200 balles, il y a forcément des entreprises qui se forcer de l'acheter à 200 balles, hein, qu'on soit d'accord. Le pétrole ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, ça prendra du temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau dans le fait que on sait qu'il y a il y a une urgence dans une urgence climatique, on sait qu'on a besoin de faire des efforts là-dedans. J'ai pas du tout un discours alarmiste sur le réchauffement climatique ni rien. Je dis juste que c'est quelque chose finalement d'assez mécanique. Plus le prix du pétrole va monter parce qu'il y aura moins de pétrole, plus les entreprises vont être forcées à trouver des alternatives. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, au final, lors de la stagflation des années 70, c'est toujours une petite part de lumière. Il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est-à-dire que ça a forcé les entreprises à se remettre aux normes au niveau écologique, etc. Bref, il y a des choses intéressantes, même dans les événements qui paraissent très compliqués. Jusqu'à maintenant, on n'a pas véritablement parlé des obligations. Tout le temps, on nous parle d'obligations, de bons du trésor américain, etc. Qu'est-ce que c'est concrètement et quel rôle ça joue dans les cycles des marchés financiers? Donc une obligation, c'est un peu peut-être si tu veux quelque chose, en fait. tu veux montrer sur ton écran, tu peux aussi. D'ailleurs. Je vais mettre le graphique. Voilà, donc là c'est le rendement obligataire à 10. Pour revenir un petit peu, une obligation, qu'est-ce que c'est? Je traduis ça en fait généralement très simplement par c'est un morceau de dette. C'est un morceau de prêt. Ça peut être contracté soit par des États, donc par exemple, il y a, ce que vous avez à l'écran, c'est le rendement de l'obligation à 10 ans américaine. Il y a aussi exactement la même pour la France. Là, c'est le rendement obligataire à 10 ans de la France, et on peut en avoir aussi pour des entreprises. C'est tout simplement un morceau de dette qui va vous rémunérer, parce que forcément, vous prêtez votre argent à un État en l'occurrence, ou à une entreprise, et en échange, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous filer le rendement. Ce rendement, il est adossé à du risque. En fait, plus un rendement est bas, plus on peut constater que si le rendement est bas et qu'ils offrent un rendement bas, c'est qu'on est plus ou moins sûr que ils vont bien remplir leur dette. Et si au contraire, il y a des gros risques, donc je sais pas, par exemple, les obligations d'un petit pays comme je sais pas, Sri Lanka, on va dire un petit pays, c'est un pays qui a beaucoup plus de chances de faire défaut sur sa dette. Donc immédiatement, je connais pas le ticker par cœur pour les obligations du Sri Lanka, mais je suis persuadé qu'elles rémunéreront bien mieux que les obligations américaines. Et donc, t'es plus rémunéré, mais tu prends plus de risques. Ouais, en gros, c'est ça. Comme tout, en fait, comme dans les cryptos, comme dans absolument tout, c'est quelque chose que je redis très très souvent dans mes articles, mais pas gratuit. Plus la récompense est alléchante, plus le risque est grand. C'est toujours comme ça. Et du coup, ça peut aussi expliquer le fait qu'on ait des différents pricing en fonction de l'échéance de ce bon-là. Dans le sens, de cette obligation, dans le sens où, en fait, moi, je prête mon argent, je sais pas, à l'État américain sur un bon de 1 an. La probabilité qu'il fasse défaut d'ici 1 an, elle est plutôt faible. Mais si je prête mon argent à l'État américain pour 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, le risque que l'État américain fasse défaut, il augmente. Alors même s'il est négligeable, il augmente parce que la durée la période dans laquelle il peut faire défaut augmente elle aussi. Ce qui crée aussi des disparités entre la valeur des obligations à 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je concevais pas forcément au début. Et donc, je pense que en soi, ça peut aussi nous permettre de représenter
la santé à long terme d'un État. Parce que si tu as des obligations à court terme qui valent vraiment, 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 vraiment plus cher que celles à long terme, ça montre qu'il n'y a aucune confiance peut-être dans cet État-là, Hmm. non? Bah, y a pas de confiance en... Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de confiance en l'économie à court terme, mais il y en a plus à long terme. Donc en fait, c'est pour ça que... Enfin, t'as évidemment déjà vu le graphique de la courbe des taux, mais c'est quelque chose qui est toujours très très suivi par les intervenants, tout simplement parce que déjà de un, ça a toujours indiqué des récessions, mais le pourquoi ça a toujours indiqué des récessions, c'est assez simplement parce que ça montre que les intervenants, à cet instant T, ils ont moins confiance en l'économie dans 2 ans que dans 10 ans. Donc ils s'attendent en fait à un choc incessamment souple dans les quelques prochaines années. C'est Est-ce que tu peux exactement ça. peut-être expliquer où est-ce que tu montres exactement pour que Donc les du gens coup, essayent de le reproduire chez ce eux que sur vous avez TradingView? pour le ticker, c'est US02 year moins US this year. Ça va, donc c'est un ratio qui montre, enfin c'est pas un ratio parce que sinon c'est une division, mais ça va vous permettre de voir la différence entre le rendement des obligations américaines à 2 ans et le rendement des obligations américaines à 10 ans. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Et là, donc j'espère ça parce que j'ai noté le graphique. Donc en fait, à chaque fois que on va passer en dessous de 0, donc il y a la ligne en rouge que vous voyez ici, ça veut dire que les intervenants ont plus confiance dans l'économie à 10 ans que dans l'économie à 2 ans. Donc là, vous voyez que la courbe se repentifie à nouveau. À chaque fois que vous voyez un petit carré bleu, là, c'est qu'on est revenu, on est passé en dessous pendant un bref temps, donc là, comme en novembre 2006 ou en 2000, on est passé en dessous pendant un petit temps et ensuite on est remonté. Donc, à chaque fois que vous voyez un carré bleu, si je rajoute en dessous le graphique du SPX, hop, je vais mettre dans un nouveau volet, ce sera plus clair. En fait, là, plus c'est haut, plus on a Hop. confiance à long terme dans Alors, l'État américain. C'est plus ça c'est haut, qui... ouais, c'est ça. En gros, là tu vois, à chaque fois que j'ai mis un carré bleu, donc là on va pas trop le voir, mais ici déjà ça a été pas forcément la bulle Internet, la fin de la bulle Internet. Et derrière, le SPX, il a perdu quelques pourcents. Je n'ai pas le pourcentage exact. Hop, il a perdu en tout cas quelques pourcents. Je vois pas parce que j'ai pas, c'est pas assez clair. 30-40 de ce que je voyais. Ouais, ouais, c'est ça, 30-40. Ensuite, 2008, qu'est-ce qui s'est passé? On est repassé en dessous, on est revenu, et dès qu'on est revenu au-dessus, crise des subprimes et le SPX qui prend moins 50% plus ou moins. Ouais, moins 50%. Et là, du coup, depuis 2022, on a encore une fois cette configuration qui se remet en place. Donc, c'est-à-dire, on passe les gens, les intervenants ont plus confiance dans l'économie à 10 ans qu'à 2 ans. Donc, bah, là, forcément, là, est-ce que l'histoire se répète encore? Moi, ce qu'on m'a toujours répété, et ce que j'ai tendance à trouver vrai, c'est que cette fois-ci, c'est jamais différent. Et surtout, quelque chose qui est vraiment, vraiment marquant dans cette période-là, c'est que bah, vous voyez que là, quand on est passé en dessous, ça a vraiment été à pas grand-chose. On est resté quelques temps, on est remonté directement, et surtout, on n'a pas été très profond. Là, il y a eu une différence de jusqu'à 1% entre le rendement des obligations US à 10 ans et celle à 10 ans. Ce que je trouve assez ouf. Hein. C'est pas du tout pour être alarmiste ni rien, mais c'est quand même un truc de dingue. C'est une configuration. On n'a jamais été aussi profond dans l'écart entre la confiance en l'économie à 2 ans et la confiance en l'économie à 10 ans. Donc je trouve que c'est vraiment assez ouf à ce niveau-là. Ok. Et donc, en gros, ce que ça montrait, c'est que jusqu'à récemment, on avait beaucoup plus confiance dans l'État américain, en tout cas dans les obligations à court terme à long terme, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Et là, bah, et, c'est toujours le et, cas. et- D'ailleurs, tant qu'on est en dessous de 0%, ça veut dire que les gens ont plus confiance en l'économie à 2 ans, à 10 ans qu'à 2 ans. et du coup, juste peut-être pour rebondir sur tout ça, qu'est-ce qui définit le prix en fait d'une obligation? Est-ce que c'est Jérôme Powell? Est-ce que c'est Joe Biden? Est-ce que c'est le marché? Comment ces chiffres-là enfin, arrivent sous nos yeux concrètement? Bah, en fait, on a dans un premier temps enfin, l'émission de la dette. Donc ça, c'est directement le Trésor américain qui s'en occupe. Et en fait, c'est un système de vente aux enchères. Il y a un rendement qui est affiché. Il y a un prix et bah, on fait grimper le prix. Enfin, un système très classique de vente aux enchères. Et ensuite, on va avoir, donc vous et moi, on n'a pas accès forcément aux enchères faites par Jérôme Powell directement. Enfin, pas Jérôme Powell parce que c'est le Trésor, mais on n'a pas accès directement en tout cas au marché primaire. Donc, on a le choix de se tourner vers le marché secondaire. Et là, bah, qu'est-ce qui va fixer le prix? Bah, l'offre et la demande. Et aussi, bah, que font les taux directeurs, enfin, la confiance des gens vers l'économie, toutes ces choses-là. Ce qui est vraiment important à noter, à mon sens, avec les obligations américaines,
c'est que pour tous les intervenants institutionnels, les obligations américaines représentent le taux sans risque. Donc c'est eux, ils comparent à ça pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux pour un risque nul. Parce que pour que une obligation, ça peut faire faillite, hein, c'est possible. Je dis pas que Ça c'est arrive pour improbable que les vous États-Unis, preniez c'est ça, rare, quoi. mais pour les États-Unis, si ça arrive, vous aurez d'autres problèmes que le fait d'avoir juste perdu votre argent dans les obligations américaines. Parce que là, si les États-Unis font faillite, ça va être un truc de cinglé. Je pense pas que ça arrivera, hein, mais c'est improbable. Donc en fait, tous les institutionnels, ils se comparent aux obligations américaines pour pouvoir fixer leur taux sans risque, leur risk-free rate, ce qu'on appelle. Et du coup, c'est ça qui est vraiment important finalement à retenir avec les obligations américaines et pourquoi elles sont aussi importantes. J'avais entendu quelque chose qui était assez intéressant. Je regardais, enfin, en ce moment, je regarde beaucoup Arthur Hayes, donc le Mhm. cofondateur Mhm. et ex-CEO de BitMEX, Mec. que je trouve ultra pertinent sur la partie macro. Bah, déjà, il a travaillé en banque hein, un bon moment avant d'arriver et de créer BitMEX, de Mhm. créer des perpetual swaps, chose que vous utilisez tous si vous avez touché à des dérivés sur les cryptos. Et ce qu'il expliquait, c'est que les obligations, c'est bien. Mais si tu essayes de spéculer dessus avant qu'elles arrivent à maturation, donc avant qu'on te paye le rendement, ça Mhm. peut faire mal parce que au final, si t'as si t'as plus ou moins Jérôme Powell qui fait que augmenter les taux directeurs, donc en fait t'es de plus en plus payé à prêter de l'argent aux États-Unis aussi d'une certaine manière, Mhm. et donc en fait le fait d'augmenter les taux, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté des obligations avant que les taux soient montés, bah ces obligations-là, elles perdent de la valeur. Parce que pourquoi garder cette obligation alors qu'au final, la nouvelle obligation bah, me paye plus qu'avant, en fait. Mm. Et là, du coup, tu t'ouvres une brèche assez intéressante parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand, donc je vais reprendre mon graphique Et du coup, USD ils peuvent swap pro. tuer... Ce qu'il expliquait, c'est qu'ils peuvent tuer leur propre économie et leur propre banque, parce que s'ils font qu'augmenter les taux, ça veut dire que les obligations bah, je sais pas, les banques détiennent, etc., s'ils doivent s'en débarrasser avant qu'elles arrivent à maturation, bah en fait, ils peuvent se retrouver à réaliser des grosses pertes et potentiellement faire faillite et pas pouvoir couvrir les dépôts de leurs clients, ce genre de choses. Dans le cas où elles sont vraiment obligées de s'en débarrasser avant bah, la date d'échéance, enfin de maturation, où ils touchent le rendement. Par exemple, ici on parlait de 1 an, donc ça va, mais une obligation à 10 ans, voilà, tu vois, s'il se passe des folies et que tu as besoin de liquidité, tu peux te retrouver à vendre des obligations à perte, sans toucher le rendement. Mais ouais, complètement. Mais là, du coup, t'ouvres vraiment une brèche extrêmement intéressante. On peut revenir sur ce qui s'est pas mal passé dans l'actualité. Mais juste avant, j'ai oublié de dire quelque chose qui est très important. Quand le rendement d'une obligation grimpe, comme ici, comme sur toute cette période-là, c'est-à-dire que la valeur nominale de l'obligation baisse. Donc, c'est une relation complètement inversement corrélée. Donc, quand vous voyez que le rendement explose comme ça veut dire que le prix de l'obligation baisse. Donc, on peut acheter cette obligation pour moins cher. Pourquoi c'est important? En fait, les banques, donc je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour la Silicon Valley Bank en mars 2023. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la Silicon Valley Bank, elle encaisse Même les avec... dépôts de ses clients. Ouais, c'est SVB, c'est ça? Et la SVB, elle accumule, elle prend le cash de ses clients, et avec ce cash, elle va pas le garder dans ses coffres-forts comme ça, alors qu'il y a une inflation à X%. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se dit, je vais juste acheter des obligations américaines. De toute façon, je C'est peux pas free perdre risque. d'argent dessus. Voilà, c'est ça. C'est risque-free. Comme je t'ai dit, encore une fois, c'est hyper important, parce que les obligations américaines, c'est vraiment le taux sans risque pour absolument toute la planète financière. Donc forcément, elles achètent des obligations, puis en plus, elles ont beaucoup de cash. Tu vois, SVB, pendant 2020-2021, elles ont très largement profité des liquidités abondantes créées par les banquiers centraux, et du coup, vraiment, les affaires marchaient très bien. Donc elles ont placé toute cette petite liquidité fraîchement récoltée dans les obligations américaines, jusqu'à ce que l'inflation fasse surface, et qu'elles se disent, tiens, je vais augmenter les taux de la manière la plus rapide qu'on ait jamais vu dans l'histoire de la Fed. Et du coup, le taux obligataire a explosé, et donc c'est pas grave dans l'absolu. La Fed va bien rémunérer les détenteurs d'obligations, donc les banques qui détiennent ces obligations, à terme, elles seront bien rémunérées. Mais le truc, c'est que ce cash, il est pas liquide. Elles l'ont pas là maintenant. Elles l'auront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le temps de l'obligation. Donc forcément, c'est pas que SVB. SVB était plus petite, et surtout, elle était très concentrée dans c'est pas des boîtes risquées, mais c'est des startups qui ont pris pas mal cher suite à la hausse des taux, parce qu'elles avaient du mal à se financer, etc. Bref, il y a eu des rumeurs qui ont couru.
Les gens ont commencé à vouloir sortir de SVB, sauf que SVB n'avait pas de cash, et du coup, elle a fait faillite et elle a emporté avec elle First Republic Bank, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça a été un problème, là, ça a un peu inquiété la Fed. Et pour on va dire, pallier ce risque, elle a mis en place, du coup, le BTFP, qui est un programme qui permet aux banques d'emprunter de l'argent, du cash liquide, en mettant en collatéral, du coup, des obligations américaines. Donc c'est vraiment bien que t'en parles, parce que c'est vraiment des mécanismes qui sont franchement pas simples à comprendre, parce que ça mêle beaucoup de notions. Mais c'est vraiment des mécanismes vraiment importants à comprendre, et il faut comprendre aussi que actuellement, toutes les banques détiennent une quantité énorme d'obligations américaines, et toutes les banques sont assises sur des milliers de milliards de pertes. Elles sont vraiment toutes assises sur beaucoup de pertes. Jusqu'à ce que leurs obligations arrivent à maturité et que l'État américain ou les autres États leur payent, quoi. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Et l'autre question qui arrive aussi, désolé, mais je développe sur ce sujet parce que je le trouve vraiment passionnant, c'est que est-ce que les États américains, enfin l'État américain ou même les autres États, ou en tout cas les autres, enfin les banques centrales en général, n'ont pas intérêt à augmenter le supply d'euros ou de dollars pour en faire en sorte que leur monnaie perde de la valeur et que ce soit plus facile pour eux de rembourser en fait leurs dettes. Parce qu'en fait, si tu dévalorises ta monnaie, tu dévalorises ce que toi tu dois en fait aux gens qui te prêtent de l'argent, quoi. Et donc ça c'est un conflit d'intérêts qui est assez monstrueux en soi. Ouais, complètement. C'est pour ça que moi je pense que tôt ou tard l'objectif d'inflation sera relevé à 3% très probablement. Je pense pas qu'ils auront jusqu'à 4% parce que ça commence à être vraiment énorme. Mais 3% à la place des 2% d'objectif inflation, c'est quelque chose qui me paraît pas délirant parce qu'encore une fois, ça arrange beaucoup tous les États qui doivent énormément d'argent. Et du coup, le fait de devoir moins dépenser pour régler leurs dettes, ça les arrange beaucoup. Et effectivement, comme tu dis, c'est un énorme conflit d'intérêts avec le citoyen, avec les consommateurs, parce que eux, entre 2% et 3% d'inflation, ils perdent quand même la valeur de leur argent beaucoup plus vite, quoi. Et le gros problème, c'est surtout que si toi, imaginons, tu prêtes 1000 euros, on te paye, tu prêtes 100 euros à l'État américain, 100 dollars, on te donne, je sais pas, 5%, donc tu récupères 105, mais donc tu récupères un rendement d'une monnaie, enfin, ce rendement, tu le récupères en monnaie, qui est donc le dollar, et ce même dollar a perdu de la valeur. Donc, en fait, t'arrives à un moment où est-ce que ça devient vraiment intéressant de prêter ton argent à des États parce que au final, ils te rendent le rendement qu'ils te promettent dans une monnaie de singe quelques années plus tard, quoi. Et donc, c'est même pas une question de est-ce qu'ils sont en capacité de te rembourser, c'est est-ce que ce qu'ils te remboursent aura encore de la valeur? En fait, c'est pour ça que les obligations, c'est à mon sens un des endroits les plus complexes de la finance. J'ai un pote qui est, une connaissance plutôt, qui est en fixed income, donc qui traite des obligations, que ce soit obligations d'État, obligations municipales, obligations, bref, il traite de la dette. Et franchement, c'est un truc de dingue le nombre de trucs à prendre en compte. Donc par exemple, là, moi là, je suis européen, je me dis, les États-Unis, ça rémunère super bien en ce moment. Je vais acheter de l'obligation américaine et je vais profiter du yield offert. Sauf que si Powell commence à faire baisser les taux directeurs des États-Unis avant que la Banque centrale européenne commence à faire baisser les siens, le dollar va perdre en force par rapport à l'euro. Donc là, faut aussi en plus penser à se couvrir sur le forex. Donc en fait, c'est pour ça que tout ce qui est obligation, etc., c'est super intéressant, ça rémunère bien, machin, mais il faut quand même bien comprendre dans quoi vous mettez les pieds, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il faut suivre la politique monétaire, les hausses des taux, faut rendre Ce que tu veux dire par là, concrètement, c'est que si Powell baisse les taux avant Christine Lagarde, en gros, sa monnaie sera moins attrayante parce qu'il donnera moins de rendement. Et du coup, de ce fait-là, même les Américains auront peut-être plus intérêt à prêter de l'argent.
Bah, Ouais. l'euro va gagner en force en fait, assez simplement, ce qui est une bonne chose pour nous Européens car on payera le prochain iPhone moins cher. Mais par contre, ce qui pose problème, effectivement, dans l'autre sens. Mais du coup, est-ce que c'est pas un combat en mode ça se regarde l'un et l'autre en mode qui va baisser le premier? Bah, là, il y a récemment, Joe Biden s'est vanté que, enfin, récemment, j'ai vu, je crois que c'était l'année dernière. On peut croire que je serais très critique envers Joe Biden, c'est le cas, mais enfin, je m'en amuse beaucoup en fait, hein, surtout. Je hais pas Joe Biden, de toute façon, sa politique ne me touche pas, donc je m'en fous. Bon, à partir du Mais moment où il demande aux des mecs qui vendent de l'essence de dire s'il vous plaît, par pitié, baissez le prix de l'essence, c'est qu'il doit vraiment être dans une position de faiblesse. Hein. Mais récemment, je sais qu'en 2021, je sais plus quand, il s'était vanté que le dollar était la monnaie la plus forte et que son économie était forte comme le fer. Ok, très bien. Mais il faut pas oublier que une devise extrêmement forte, comme c'est le cas pour le dollar, c'est pas très bon pour les exports parce que bah typiquement les Japonais qui eux ont fait face à une grosse dévaluation de leur monnaie, bah pour eux c'est une vraie galère actuellement d'acheter des produits américains parce que bah leur monnaie de un s'est dévaluée et le dollar est ultra fort. Et même nous, en tant qu'Européens, on paye notre iPhone plus cher, on paye tous les produits américains plus cher. Donc en fait, le fait d'avoir une monnaie forte, c'est bien pour certains aspects, mais d'un autre côté, ça décourage C'est à aussi double tranchant. Ouais. lourdement. Ouais, c'est ça, c'est à double tranchant. Il n'y a pas de... Enfin, le fait qu'ils se vantent d'avoir une économie forte comme le fer parce que sa monnaie est la plus forte, faut voir les deux côtés, parce que avoir une monnaie super forte, c'est pas que du positif non plus. Surtout quand à côté ça dévalue à crever comme au Japon et du coup ça leur crée des vrais problèmes quoi. Donc ouais, encore une fois très large. On parle souvent du mot récession. Je crois que tu l'as utilisé Mhm. plusieurs fois dans l'interview. Qu'est-ce que c'est une récession? Est-ce qu'on est dans une récession? Qu'est-ce qui peut nous mettre dans une récession? Tout simplement. Alors une récession, alors la définition exacte je l'ai pas, mais c'est quand la croissance du pays baisse sur plusieurs trimestres consécutifs. Je sais plus si c'est 2 ou 3, à vérifier, mais en gros c'est quand la croissance d'un pays ralentit. Est-ce qu'on est en récession? Dans la plupart des pays du monde, non. Je crois qu'il y a... L'Allemagne est en récession, et j'en suis quasiment certain, mais pour le reste des pays, on n'est pas dans une récession parce que pour le moment, enfin, la croissance reste forte, reste résiliente, que ce soit aux États-Unis ou en France, du moins, on n'y est pas. C'est que c'est artificiel Ah, aussi. non, c'est ralenti, mais pour le moment, en tout cas, les chiffres, il y a croissance. Après, c'est un autre débat, est-ce que c'est une croissance saine, est-ce que machin, on va pas rentrer là-dedans, parce que je pense que ça va être super long. T'inquiète. Mais Je te laisse en reprendre tout sur cas, t'inquiète, pas de souci. La croissance, en tout cas, reste résiliente sur du coup, une majorité des pays, à part l'Allemagne qui, je sais, est en récession. C'est une récession, du coup, comme je vous ai dit que c'est un ralentissement de la croissance. Qu'est-ce qui pourrait ralentir la croissance? Une hausse du chômage, déjà, dans un premier temps, parce que s'il y a une hausse du chômage, il y a des citoyens qui ont vraiment des énormes problèmes de pouvoir d'achat et qui, du coup, consomment très peu. Donc ça crée un problème et qui, en plus, tous les à côté psychologiques du fait de ne pas avoir de travail. Une crise, donc ce qu'on appelle une crise du crédit, un credit event. Donc là, bah, ça va être une crise équivalente à celle des subprimes. Toute la dette, je vais pas m'étayer sur la crise des subprimes, mais en gros, les États-Unis avaient vendu des produits de dette qui étaient merdiques, alors que tout le monde pensait que c'était des très beaux produits. Donc ça c'est ce qu'on appelle du coup un credit event, et c'est ce qui pourrait arriver, pas forcément similaire, pas forcément sur l'immobilier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut pousser vers une récession. Donc en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est les 2 cas majeurs de récession ont été causés par ça. Après, à côté, tu vas avoir le risque géopolitique. Donc, bah, les différents conflits, les relations entre la Chine et les États-Unis sont extrêmement tendues aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut monitorer. Et bah, tous les autres conflits qu'on connaît et qui ont lieu très récemment, israélo-palestinien et Ukraine-Russie. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent également impliquer beaucoup de pays. Donc pour le cas d'Israël, c'est aussi un énorme producteur de pétrole, donc bah, c'est ce qui peut faire augmenter les prix. Ça peut recréer de l'inflation. Enfin, vous voyez, ça peut. Je savais pas qu'Israël était un gros producteur dans lequel on évolue. Là, Israël est un gros producteur de pétrole. Ouais. C'est pas le plus grand, hein, mais en tout cas, il y a du pétrole et du coup, ça a quand même un impact. Hein. De toute façon, si on regarde sur le prix du pétrole, récemment, il a quand même bien augmenté là, l'ouverture cette semaine. Il a quand même un gap à 4%, tu vois. Donc ouais, c'est pas encore une fois, c'est pas le plus gros producteur de pétrole, mais en tout cas, on peut voir quand même que c'est une influence sur le cours. Donc c'est quoi une récession? C'est une baisse de la croissance sur plusieurs trimestres consécutifs. Et qu'est-ce qui pourrait nous pousser dans une récession? Soit une crise de l'emploi, donc une augmentation du chômage,
soit un credit event, donc qui soit immobilier, enfin bref, un événement qui implique du crédit, ou plus largement des problèmes géopolitiques, mais là on rentre dans de l'extrême quand même. Et dans ces crises-là, pour toi, qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui l'est moins? Alors bah en fait, de ce que je me suis renseigné au fil des années, généralement déjà quand c'est un événement de crédit, très peu de gens l'ont vu venir. Je sais pas ce que tu as vu The Big Short, il y a vraiment une poignée d'insiders qui ont vu qu'il y avait un truc qui merdait avec les crédits subprime, mais une large majorité des gens ils sont tombés nuls. Quand ça arrive, ça va juste trop vite en fait. Quand tout le monde le sait, ouais, c'est trop tard. Hein. C'est déjà trop tard. Soit, bah, comme Michael Burry, t'as lu les 2000 pages de contrat de la dette subprime parce que t'es cinglé et que tu t'es dit qu'il y avait un problème là-dedans. Ou vraiment t'es un insider. Enfin, le crédit event généralement, c'est pas quelque chose qui a été prévu en amont. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est très difficile à voir venir. Attends. Est-ce que tu penses que cette je me l'ai- juste la question que j'avais par rapport aux The Big Short, c'est est-ce que tu penses le fait que lui, il ait découvert, qu'il a commencé à se positionner par rapport à ça et qu'il en ait parlé, etc. Est-ce que ce serait arrivé dans tous les cas? Et si oui, est-ce que ça aurait été genre bien pire et à quel point ça aurait pu être pire, tu vois? Bah, en fait, le gros problème de la crise des subprimes, c'est que c'était un peu... tout le monde était dans quelque chose qui ne comprenait même plus. C'est-à-dire que les agences de notation, qui ont une part, à mon sens, une grosse part de responsabilité dans la crise de subprime, ont vu le crédit subprime et l'ont noté extrêmement bien. Donc elles l'ont noté double A, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, elles l'ont noté comme étant une dette d'excellente qualité. Et donc en fait, tout le monde, à partir de là, les agences de notation sont devenues tellement importantes et ont tellement une grosse importance pour les institutionnels qu'à partir de là, il n'y a pas grand monde qui a remis en question le bien fondé du crédit subprime, en fait. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Bah, Moody's le dit, donc très probablement que oui. Donc elles ont vraiment une importance prépondérante dans la crise des subprimes. Mais ce que je voulais dire juste avant, c'était que par exemple, là, récemment, j'ai parlé de l'immobilier commercial pas mal sur le journal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, moi, c'est un risque que je connais. C'est un risque que j'ai déjà pas mal de data sur le sujet et j'ai réussi à le voir. Et bah, mécaniquement, ce que je me dis, c'est que l'événement de crédit, s'il doit y en avoir un, ça sera pas ça. Parce que quelqu'un qui fait ça dans son coin et qui a eu accès à toutes ces données normalement, on n'aurait pas dû. Ça n'a pas de sens que ce soit ça le déclencheur. La Fed a déjà dit qu'elle monitorait le secteur. C'est très probable que le problème vienne de la crise de l'immobilier commercial. Parce que la Fed a déjà trop pris en compte ce secteur, elle a déjà vu qu'il y avait des problèmes. Le marché est trop efficient pour que pas. toi tu le vois et qu'il ne réagisse pas, quoi. Bah, moi, en fait, je l'ai vu. Et après, très rapidement après, la Fed a dit qu'elle monitorait activement ce secteur. Donc tu sais que s'il doit y avoir un événement de crédit, la Fed interviendra super vite. Comme elle a fait en fait avec SVB, elle a vu qu'SVB galérait, elle a fait OK, on lance le BTFP, et au final, ça s'est très bien passé. Là, les marchés ont fait des performances hallucinantes en 2023. Donc en fait, si la Fed intervient assez vite et que elle a l'info, généralement ça se passe bien. La crise des subprimes, c'est en fait, on s'est rendu compte que tout était merdique. En fait, c'est genre du jour au lendemain, on a fait ah ouais, là c'est chaud quoi. Donc elle a même pas eu le temps d'intervenir, c'était déjà trop tard et en plus elle a fait le choix, donc là c'est plus à titre d'exemple, enfin ça a été beaucoup décrié, mais elle a fait le choix de ne pas venir en aide à Lehman Brothers, ce qui a fait un trou énorme dans l'économie puisque c'était la quatrième plus grande banque quoi. Donc ça a été décrié, c'est un choix qu'elle a fait, c'est un autre débat. Et du coup on parlait des crises probables et improbables, qu'est-ce qui te semble improbable? Bah, si je devais faire un classement du risque du plus ou moins probable, je pense que en premier, c'est vraiment le fait que les banques soient assises, comme je t'ai dit au début, à cause des obligations sur des trilliards de dollars de pertes. Et bah, il suffirait vraiment qu'il y ait une petite étincelle de gens qui commencent à prendre peur et qui demandent à retirer de leur banque pour qu'il y ait un problème. J'espère pas que ça arrive. Hein. Encore une fois, je suis pas un doomer, je rêve pas de voir le monde s'effondrer. Mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment poser assez vite problème. S'il y a une perte de confiance, même infime, dans le système bancaire, ça pourrait très vite causer des problèmes. Ensuite, bah, on a quand même le risque géopolitique. Donc, il y a les deux conflits qui ont lieu actuellement, dont on a parlé. Et on a aussi le conflit entre la Chine et les USA. Donc, pour l'instant, c'est une guerre froide. Ça a toujours été un petit peu une guerre froide. Mais c'est quelque chose qui, là, pourrait changer drastiquement la trajectoire du monde sur les prochaines années
Et aussi, la Chine a très très envie de mettre la main sur Taïwan, qui est un gros producteur de puces électroniques et qui donc est prépondérant dans le monde actuel. Et les États-Unis ont déjà dit à plusieurs reprises que s'il venait à y avoir un conflit entre la Chine et la Taïwan, elle interviendrait pour défendre la Taïwan. Donc en fait, on a plein de petits conflits potentiels. Enfin, petits, je minimise de ouf, désolé, c'est pas le bon terme, mais on a plein de conflits qui grimpent à travers le monde. Les trois principaux sont ceux dont on a parlé aujourd'hui, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire paniquer la dette, le marché de la dette, si les États-Unis entrent en conflit avec la Chine, les obligations, le rendement des obligations va exploser, enfin, ça va créer énormément de problèmes sous-jacents, et ça me semble être un risque important. Et après, en troisième, on va avoir les événements de crédit un petit peu plus monitorables, on va dire, c'est ce qui me paraît le moins probable, parce qu'encore une fois, je me dis que si moi j'ai eu le temps d'avoir l'info, de la comprendre et d'en faire un article, il est déjà trop tard. S'il devait y avoir un événement de crédit, c'est que ça arrivera d'un coup et je tomberai des nues comme tout le monde. Donc ça me semble être le moins probable. Après, le risque de récession, ça serait plutôt plus lent, on va dire. Jusqu'à maintenant, on a parlé du coup des fondamentaux, entre guillemets, des notions les plus importantes, ou en tout cas les plus citées, si c'est pas les plus importantes. Je voulais revenir sur quelques trends. Je pense notamment à l'IA. Toi, de quel œil tu vois l'IA et comment pour toi ça va impacter l'économie dans laquelle on est? Moi, personnellement, du peu que je vois et du peu que j'utilise, même si je pense que j'utilise l'IA plus que la majorité des gens qui nous regardent, moi, ça m'en fout. Je vois des choses tellement incroyables se produire sans effort. Je vois les possibilités augmenter de manière exponentielle. Enfin, on a parlé de ChatGPT et du fait que ça arrivait super vite, super fort. Mais est-ce qu'on peut parler de toutes les boîtes qui se créent autour, justement Powered by ChatGPT avec leur API, et derrière les nouvelles fonctionnalités qui sortent dessus? Et là, on parle uniquement de ChatGPT et de services qui sont accessibles par le commun des mortels, mais on parle même pas de ce qu'il y a derrière les rideaux de certains labos, de certains gouvernements, tu vois. Donc ouais, de quel œil tu vois ça, économiquement parlant? Déjà, moi, je suis un peu comme toi, je vois ça d'un œil complètement émerveillé. Je suis aussi très très fan de tech de mon côté. Du coup, je trouve ça absolument incroyable toutes les avancées qu'on a fait de ce côté-là. Pour revenir un petit peu plus côté économique, je pense que tout ce qui va être les plus touchés, ça va vraiment être les postes, tout ce qui est très facilement automatisable. Donc, dans tout ce qui est comptabilité, par exemple, dans une boîte de finance, pour moi, le temps est compté sur ce genre de truc. Ça sera très très vite. Enfin, la comptabilité de manière générale, hein, c'est pas que dans la finance d'ailleurs, mais ce sera des trucs qui vont être relativement facilement automatisables. Et pour moi, tout ça, c'est fini. Et enfin dans quelques années. Et tous les postes, en fait, plus de bureaux, en fait. Si vous voulez avoir un poste pour les 40 prochaines années à venir, c'est un mécanicien, devenez plombier, devenez cuisinier, mais faites un truc de vos mains, parce que c'est le truc que l'IA va avoir le plus de mal à répliquer. Ça va être d'être bon avec ses mains, d'être précis. Enfin, chirurgien, plombier, n'importe quoi, mais quelque chose avec vos mains, vous avez automatiquement une couverture, à mon avis, contre les avancées de l'IA. Parce que oui, potentiellement, ça arrivera il y a un peu plus de délai, c'est juste ça. Ça devrait être combiné à de la robotique et à de la précision, enfin, ça prendra beaucoup plus de temps que simplement des tâches de comptabilité où le job c'est de remplir des Excel et faire des formules. Je pense que ça sera à la portée de l'IA d'ici même pas 10 ans, quoi, tu vois. C'est vraiment des postes qui, à mon sens, sont finis dans les prochaines années. Donc, c'est Richard de Tente que tu as interviewé récemment, a fait une très très bonne vidéo sur l'IA récemment, où je le rejoins complètement, sur le fait que pour se couvrir contre le fait de se faire voler son métier par l'intelligence artificielle, un métier de ses mains, quoi. Et je suis complètement d'accord. En plus, en France, on a eu tendance à très longuement dévaloriser ces métiers, alors que actuellement, très sincèrement, un plombier gagne probablement mieux sa vie. Ouais, c'est ça. Un plombier actuellement gagne mieux sa vie qu'un bac+5 en communication. Hein. Je l'invente pas. Il y a tellement de demandes pour des plombiers, pour des soudeurs, des trucs comme ça, que ces types-là sont mieux lotis qu'un bac+5 en communication, en philo, ou tous ces trucs bureaucrates, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Et de manière plus générale, l'impact sur l'économie risque d'être assez dantesque. On va avoir beaucoup de gens qui vont devoir se reconvertir, encore une fois. Tous les gens qui sortent d'un diplôme de compta, là, dans les 10 prochaines années, ils vont devoir très vite changer de métier. Ça va très probablement libérer l'humain pour faire des tâches encore une fois manuelles. Donc en fait l'impact sur l'économie va être énorme. Mais on a aussi donc qu'est-ce que
qu'est-ce que nécessite l'IA, qu'est-ce qu'on a besoin pour pousser l'intelligence artificielle. Les puces électroniques, ça va être donc les semi-conducteurs. Ce qu'on appelle les semi-conducteurs, c'est les puces qui vont permettre de calculer, de résoudre un petit peu, et que derrière ChatGPT vous crache votre recette de crêpes avec 5 œufs. Donc, on va vraiment avoir, à mon sens, une énorme demande au niveau des semi-conducteurs. Donc, on peut s'exposer au secteur de la manufacture de semi-conducteurs via des ETF. J'ai pas des noms en tête, on peut prendre des ETF. Et sinon, on a des entreprises donc, comme TSM, donc ça c'est Taiwan Semiconductor, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ça va être donc la Taïwan, c'est déjà un des plus grands producteurs de semi-conducteurs, mais c'est surtout l'usine de 90% des semi-conducteurs les plus sophistiqués. Donc, par exemple, les dernières puces, je crois que c'est la 17 dans l'iPhone 15 Pro, enfin bref, les dernières puces d'Apple en Taïwan par TSM. C'est vraiment elle qui a la main mise sur toutes les puces les plus sophistiquées. Donc TSM a un gros avantage de ce côté-là sur les puces sophistiquées, et de l'autre côté, donc chez nous en Europe, on a l'entreprise hollandaise ASML, qui, elle, son job, c'est pas de fabriquer des semi-conducteurs, c'est de fabriquer des machines qui fabriqueront des semi-conducteurs. Et elle a une technologie très particulière qui s'appelle EUV, dans les détails, mais en gros, ça permet de faire des semi-conducteurs d'une précision absolument démentielle. Donc, 3 nanomètres, si je dis pas de bêtises, actuellement, ils ont réussi. Je vais pas rentrer dans les détails sur pourquoi c'est exceptionnel, parce que ça va être très très long et chiant, mais ça servira à faire des puces extrêmement sophistiquées par la suite. Et il faut savoir qu'ASML, qui est une entreprise hollandaise, c'est tellement un truc de dingue de réussir à maîtriser cette technologie qui est l'EUV, que Joe Biden a été en personne aux Pays-Bas pour demander à ASML de ne pas vendre ces trucs-là à la Chine. Donc pour vous dire à quel point c'est devenu un enjeu national et à quel point cette entreprise est vraiment hallucinante en termes de savoir-faire. Donc moi, c'est vraiment une entreprise que j'ai sous le radar et que j'aime vraiment bien acheter prochainement, là, dès que j'ai l'occasion. Et donc ça, j'aimerais m'y exposer parce qu'elle a un monopole. Il n'y a que elle qui fait de la technologie UV, et je la trouve vraiment intéressante. Et après, ETF et TSM aussi, qui est très très prise du côté des puces sophistiquées. Est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça? Enfin, est-ce que tu achètes des actions? Là, je t'ai dit, est-ce que tu achètes des ASML, cryptos associés à ça? J'en ai déjà un petit peu. Crypto, pas du tout. Parce que ça ressemble à quoi le graphe? de projet où je me suis dit ASML, il ressemble à ça. Hop. Voilà. Tu vois, il y a encore le volume profile qui rentre. Donc le graphe ressemble à ça, donc forcément il a beaucoup profité de l'année 2020, mais bon, comme absolument tout le marché action de toute façon. Et là il est dans un canal depuis maintenant un petit moment, mais pour moi c'est une valeur que j'achète et que je suis très content d'acheter déjà de 1, parce que mine de rien on a tendance à l'oublier, mais acheter une action, c'est acheter une part dans une entreprise, c'est financer du coup quelque chose d'européen. Donc moi déjà, même si on dirait pas, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est très capitalisé, je m'en rends pas compte. C'est quoi, c'est des milliards de dollars ou... En termes de capitalisation, c'est une bonne question. Là, normalement, je devrais pouvoir avoir... oui, c'est des milliards. 234 milliards. Ok, ouais, c'est solide, donc, ok. Donc ouais, c'est bien capitalisé, ouais. Donc, pour le coup, c'est vraiment une entreprise extrêmement renommée. Encore une fois, elle a un monopole que... Enfin, personne ne peut rivaliser, quoi. Moi, je parle de plus en plus d'IA parce que, en fait, avant, j'ai vu trop de vendeurs de tapis sur YouTube. J'ai vu trop de gens qui me dégoûtent, etc. Peut-être qu'on en fait partie en parlant d'IA, mais je pense qu'ici, l'objectif, c'est de parler de choses peut-être un peu plus concrètes, etc. Et moi, je suis vraiment en train de prendre en compte et de comprendre à quel point ça va changer notre monde, parce que ça devient tellement concret, en fait. Et tu sais, on a eu ce moment où genre on a eu ChatGPT et genre ça a été un game changer. Mais là, ce qui se passe, là, on est en train d'accélérer à une vitesse, c'est n'importe quoi, c'est débile, c'est totalement débile. Et je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, en tant qu'être humain, on ne peut pas s'intéresser à l'IA, alors que ça change déjà notre société et ça va totalement la changer. Et sincèrement, je vois pas ça s'arrêter d'aussitôt. On essayera de la réguler, de l'encadrer, etc. Mais je pense que c'est se mettre un doigt dans l'œil que de penser que ça va s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Donc moi personnellement, je m'y intéresse de plus en plus. Je parlais de Arthur Hayes juste avant. Cofondateur et XI de BitMEX, qui investit énormément, notamment dans des boîtes qui sont pas encore cotées, et donc des boîtes qui sont dédiées à l'IA. Lui d'ailleurs, il parlait de narrative notamment autour des real world assets et de l'IA sur les cryptos.
D'ailleurs, il a parlé de Filecoin, j'ai été voir le graphique, j'ai été anéanti. Mais ouais, toi, comment tu retranscris ces convictions peut-être que tu as dans l'IA ou même dans la macro, dans ton portefeuille concrètement? Comment toi, tu prends en considération la TradFi, la macro, ces narratifs que tu vois dans ton portefeuille? Tu peux peut-être expliquer sur, je sais pas, les 3 dernières années, depuis que tu as investi dans le marché, comment tu t'es comporté et ce que tu as fait? Alors, déjà, première chose à dire, je suis complètement passé à côté du bull run de l'IA, là, de ce début d'année. Moi, j'étais vraiment pas du tout dedans. J'ai pas du tout... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont loupé, hein, sur les... Ah ouais, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu venir, en fait. C'est un mélange de extrême pessimiste de 2022 qui fait qu'il y a beaucoup de positions short sur le SPX de la part des hedge funds et tous ces trucs-là. Un mélange d'une narrative beaucoup plus forte que prévu, parce que l'IA, bon, ChatGPT, on a trouvé ça cool, mais de là à ce que le Nasdaq fasse autant de performances, très peu de gens l'ont vu venir. Et ce qui fait que moi, bah, j'ai ni gagné ni perdu d'argent dessus, je suis juste passé complètement à côté du propos. Donc, j'y étais pas. Par contre, maintenant, comme je t'ai dit, j'aimerais rendre bien, donc moi, ça va plutôt être côté semi-conducteur, parce que je sais que tout ça, ça va demander de la force de calcul pour se développer. Et moi, c'est vraiment de ce côté-là. Nvidia aussi, qui sont bien capitalisés dans ce domaine-là. Bah, Nvidia, là, en fait, le truc, c'est que c'est trop, quoi. Si elle se fait arracher, je serais bien, mais je serais bien acheteur, mais là, le truc, c'est que juste le ratio est astronomique. Enfin, ouais, peut-être, ouais, mais c'est tellement astronomique, la performance, que, là, je suis en 8 heures. Enfin, sur un 2023, c'est x4 en un an, quand même. Si on prend, ouais, là, je vais prendre en year to daily, on est à plus de 130. Et si on prend le point bas en octobre 2022, on est à plus 300, avec un pic à plus 365. Donc c'est vraiment énorme, et même en termes de ratio prix-gain, c'est 110, ce qui est vraiment astronomique pour le coup. Donc Nvidia, c'est une boîte de dingue, hein. On soit d'accord, ils ont un avantage concurrentiel, ils sont super forts, c'est pas le problème. Mais par contre, à mon sens, c'est beaucoup trop. Peut-être que je me trompe, peut-être à 1000 balles, mais en tout cas, j'ai vraiment pas envie d'acheter à ces niveaux de prix-là. Ouais, ça sera sans moi dans tous les cas. Mais par contre, encore une fois, tout ce qui est manufacture de ASML, toutes ces choses-là, et aussi, moi, une boîte qui est beaucoup passée à la trappe, alors qu'elle a toujours été pionnière sur l'IA, c'est Google. Google font des trucs de dingue avec l'IA, c'est quelque chose sur lequel ils bossent, sur lequel ils investissent lourdement. C'est le plus gros investisseur de la Silicon Valley, pour le coup, dans l'intelligence artificielle depuis des années. Ils ont investi dans Anthropic. Ils investissent dans plein de boîtes. Ils sont en mode, bah, même si nous, on prend pas le virage aussi bien qu'on le souhaite, vous inquiétez pas qu'on va être positionné en seed, en série A, en série B, en série C, partout, quoi. Donc, puis encore une fois, Google, ils ont leur propre incubateur. Donc déjà, il y a des boîtes qui se créent à l'intérieur de leur boîte et qui leur appartiennent. Et très récemment, là, le dernier article qui est sorti lundi, c'est un article du coup sur cette boîte et sur Google. Et on a vu que là, ce que YouTube préparait, donc ils en ont parlé lors du dernier Made on YouTube Quelle folie. Il y a un mois, je crois. Et en fait, ce dont ils ont parlé, c'est que à partir de dans quelques mois, là, la fonctionnalité est déjà disponible pour les plus gros YouTubeurs, mais dans quelques mois, on va pouvoir déjà traduire automatiquement toutes les vidéos disponibles sur YouTube. Donc, que ce soit MrBeast, un Indien qui explique des vidéos sur Internet, n'importe quoi. Mais on parle pas d'uploader. On parle pas d'uploader des pistes audio, on parle que ce soit automatique. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va être assez dingue, parce que, de facto, n'importe quel youtubeur, enfin, n'importe qui poste une vidéo sur YouTube s'adresse à l'international. Déjà, c'est un truc. C'est une dinguerie. Ça, franchement, on parlait de mondialisation, tu vois, etc. Mais là, c'est un niveau. Faire sauter la barrière de la langue, c'est un truc de dingue. La barrière de la langue, en termes de propagation de connaissances, etc., c'est un truc de ouf de pouvoir faire ça, quoi. Et puis à côté, forcément derrière, il y a déjà des IA qui sont capables de faire ce qu'on appelle de la synchronisation labiale, donc c'est-à-dire le fait que vos lèvres collent avec ce que la piste audio dit. Donc ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus agréable. Et la touche finale, c'est de prendre en plus en compte la voix du doubleur original, enfin de l'acteur originel, pour pouvoir retransmettre ensuite les émotions, l'intonation et tout. Ouais, c'est ça, pouvoir retranscrire tout ça. Et du coup, Google, elle a Aloud, donc Aloud qui est une boîte qui fait partie de son incubateur et qui permet de traduire automatiquement des vidéos. Et là, la question se pose. Du coup, la boîte leur appartient. Est-ce qu'ils vont pas en profiter pour aussi aller du côté du cinéma, parce que ça les intéresserait bien d'avoir un film avoir un logiciel qui double automatiquement 100% des films qui sortent, ça les arrangerait bien.
Pareil pour l'industrie de la publicité. La publicité, généralement, c'est juste retransmis en toutes les langues. Donc ça pourrait complètement intéresser cette industrie. Donc, bah, en fait, ils se positionnent bien. Ils ont des cartes, ils ont un savoir-faire dans l'intelligence artificielle Google, qui, je trouve, pour l'instant, l'action a bien performé. Mais beaucoup moins qu'NVIDIA. Elle a pas dépassé son sommet de 2022, par exemple, contrairement à NVIDIA. Donc, je pense que Google a des cartes en main dont elle s'est pas encore servie et qui pourraient vraiment être intéressantes. J'aimerais peut-être clôturer cette interview sur un sujet que tu as mentionné juste avant, qui est les agences de cotation, enfin les agences de notation, excuse-moi. Notation, ouais. De notation. Quel est leur job? Est-ce qu'elles sont impartiales? Et comment ça impacte le marché? Donc les agences de notation, leur job, c'est, il y a de la dette, il y a la France qui veut émettre de la dette, les États-Unis, Microsoft, Apple. Bref, ils veulent émettre de la dette et le but de l'agence de notation, c'est d'estimer à quel point c'est probable que l'émetteur de la dette fasse défaut. En gros, à quel point cette obligation est risquée, quoi, en fait. Donc ensuite, je vais afficher le tableau. Donc ensuite, elle note tout. Je peux mettre encore un petit peu plus gros, c'est nickel, comme ça les gens verront bien. Voilà, nickel. Donc leur job, c'est de les noter, comme vous voyez, de AAA, qui est la top qualité de la dette, à D, donc là c'est la dette qui est déjà en défaut, et ensuite elles sont notées en 2 grandes catégories de risques, donc c'est-à-dire investment grade et speculative grade. Désolé pour mon anglais dramatique. En fait, déjà ces 2 catégories, elles vont permettre de rentrer dans certains types de portefeuilles, parce que les institutionnels, ils peuvent pas prendre le risque qu'ils veulent. S'ils vendent un portefeuille qui est safe, ils peuvent pas prendre des obligations notées CCC dedans. Parce que c'est trop risqué et ça rentre pas dans le cadre de ce portefeuille. Donc tu te fais boycotter en fait si t'es mal noté. Ouais. Ah ouais, si t'es mal... en fait, c'est pour ça que typiquement là récemment en France, on a eu la réforme des retraites, etc. Comment pour dire au marché, on fait des efforts pour essayer de réduire nos dépenses. Ne nous massacrez pas sur la dette, parce qu'on a envie de rentrer encore dans les cases investment grade et éviter ça. Parce que la France a besoin de l'argent du marché pour lever de l'argent. Elle est AA+. Si je... Attends, note tête française. Je crois, de tête, elle est notée AA+. Pardon. Et... Ouais, bon, elle est là, quoi. Je sais pas, ça dépend, il y a des tableaux différents, parce que les agences de notation notent pas exactement pareil, mais elle est quand même dans le high investment, donc c'est un bon prêteur, mais après, ça dépend aussi de la balance commerciale du pays. En fait, ils prennent un tas de trucs en compte pour un pays, et pour une entreprise, ils prennent le free cash flow, enfin des trucs un petit peu plus financiers pour pouvoir noter cette dette. Est-ce qu'elles sont impartiales? C'est une très bonne question. En fait, qui paye parce que il y a des gens qui travaillent là-dedans, il y a des gens qui doivent être payés, et en fait, c'est l'entreprise qui veut que sa dette doit noter, qui doit payer Moody's, qui est une des agences. Donc Moody's débarque chez quelqu'un et lui dit ouais, je viens noter ta dette et c'est toi qui me payes. Donne-moi cet argent. C'est un peu bizarre, tu vois. Donc, est-ce qu'elles sont impartiales? Probablement pas. En tout cas, encore une fois, moi, ma pensée, c'est que une importance prépondérante dans la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008, parce qu'elles ont noté très bien de la dette, donc elles l'ont noté, je sais pas, mais en tout cas, elles l'ont noté en investment grade. C'est leur job de noter, donc c'est leur job d'évaluer les risques. Ouais. Donc ils ont mal fait leur job. C'est leur job d'évaluer les risques. En fait, les subprimes, l'astuce, la combine, c'était ils ont combiné de la dette très très bien notée, donc de la A+, avec de la dette très mal notée, et du coup, je sais pas par quel miracle, soit c'était acquis, enfin soit les agents de notation étaient ok avec ça, soit ils passaient un billet en cachette et ils augmentaient la dette, mais en tout cas ils vendaient de la dette investment grade alors que c'était que de la merde à l'intérieur. Donc est-ce qu'elles sont impartiales? En tout cas, là on n'a pas eu d'événement de crédit entre temps qui peut me prouver qu'elles sont pas impartiales. Mais en tout cas, si on en a un et que ça mêle de la dette, elles auront encore une fois pas été super impartiales, quoi. Donc je sais pas, c'est une question assez large. Les agences de notation, est-ce qu'elles sont impartiales? Chacun fait son avis dessus. À mon sens, non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont une importance au monde économique actuel, parce que si là, par exemple, récemment, la note de la France, elle a baissé. Elle n'a pas baissé d'énorme, ça n'a pas eu un impact énorme. Mais imaginons que là, la dette française, elle soit notée en A et qu'elle passe à BB au hasard. Et là, le taux obligataire de la France, je vais faire d'ici, si on vient à se faire vraiment dégrader salement la note de la dette, le taux va exploser. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence derrière? C'est que la France, elle doit quand même contracter de la dette pour financer ses dépenses au quotidien, mais que cette fois-ci, elle va les payer beaucoup plus cher, parce que leur dot, elle est moins bien notée,
leur dette est moins bien notée, pardon, et ils vont devoir peut-être se financer à 4, 4,5, 5%. C'est qu'il y a énormément d'argent, parce que moins bien t'es noté. Ah bah, Bon après, la notation, ouais, c'est aussi une conséquence de ce que tu fais. Si tu fais de la merde, tu peux pas t'attendre aussi à être ouais, c'est ça. très bien noté, quoi. C'est ça. Mais plus tu fais de la merde, moins tu gères bien ton pays, moins tu seras bien noté, a priori. Et plus, Ouais. enfin, on parle économiquement, hein, et donc plus, en fait, le fait d'emprunter de l'argent te coûtera cher. Et donc, en fait, ça a des impacts en milliards d'euros, de dollars. Bah là, littéralement, qui je viens d'avoir l'info. La France, elle compte emprunter 285 milliards sur les marchés en 2024. Donc, on parle de sommes de ce calibre. Donc ouais, comme tu dis, il y a d'énormes affaires d'argent là-dessus. Et forcément, c'est une importance vraiment énorme. C'est une importance vraiment énorme. En fait, ces boîtes, elles ont un pouvoir de dingue et qui en plus n'est pas, encore une fois, ça ne peut pas être complètement impartial, parce qu'elle est payée directement par l'entreprise Microsoft qui paye Moody's pour qu'elle note sa dette. Donc bah il y a forcément un problème en fait. Il y a forcément un conflit d'intérêt. c'est pas un organisme indépendant, quoi. Donc, d'une certaine manière. Mais non, pas du tout. Financièrement. Mais en même temps, c'est compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Après, Qui doit faut payer que l'État note la dette des entreprises. Ouais, c'est ça qui doit payer en fait. C'est surtout ça. Et il y a moyen de réformer et de faire probablement mieux que ce qu'on a actuellement, c'est sûr. Même si c'est un consortium Mais par d'État contre, ou d'entreprises, au final, c'est ouais, toujours les je sais mêmes qui pas, payeront. Donc, il y a moyen de faire un truc plus propre que ça, je pense, parce que là, c'est quand même assez ouf que ce soit l'entreprise qui paye. Enfin, forcément, ça crée plein d'histoires sous-jacentes. En fait, c'est le conflit d'intérêt est tellement évident pour tout le monde qu'il y a même pas besoin d'en discuter des heures. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est la question, finalement. bon, écoute, je pense qu'on a traité pas mal de sujets. Je tenais vraiment à te remercier pour cette masterclass. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de tout ça avec toi. J'ai appris plein de choses. Et je pense que les gens qui nous ont regardés aussi. Donc vraiment un énorme merci pour ça, mec. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Franchement, c'était très cool d'en discuter. Bah franchement, moi j'ai kiffé. Voilà, je fais des cours de rattrapage en vidéo, c'est incroyable. Avant de peut-être clôturer cette interview, je sais que du coup tu fais des travaux de ton côté que tu partages. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être parler de ce que tu fais? Petit instant promo, t'as le temps que tu veux, dans la forme que tu veux. Tu peux même montrer sur ton écran si tu veux. Ouais, je vais peut-être montrer, ça sera clair. Je vais arrêter le partage. Hop. Juste prendre un truc, le site, share. Hop. Impeccable. Donc, pour ce que je fais personnellement, donc, je tiens le site d'Imaconomist. C'est un site qui parle d'actualité financière et de ce qui se passe sur les marchés, ce qui se passe au niveau de la dette. J'ai vraiment une approche où j'ai vraiment envie d'aller dans le technique. J'hésite pas à parler de sujets complexes, mais mon objectif, c'est toujours de vulgariser un maximum. Donc, c'est vraiment cette approche-là qui m'intéresse. Et on traite surtout de sujets vraiment d'actualité, vraiment importants, et que généralement les gens ont plutôt du mal à comprendre. Donc c'est normal, de toute façon la finance est compliquée, mais j'estime que quand on comprend bien un sujet, on est capable de bien l'expliquer, et c'est ce que j'essaye de retransmettre du coup à travers The Macronomist. Je parle de ce qui m'intéresse, là j'ai parlé de Google, on traite de beaucoup de sujets, et on apprend tous des choses. Donc voilà. C'est quoi du coup le nom de domaine ou comment on peut s'inscrire, y accéder? The.macronomist.fr. Bon, tu mettras, je t'enverrai le lien. Je mettrai tout en description, en commentaire épinglé. Et puis vous pouvez également me suivre réseau, donc c'est savoir Twitter, ColépiBTC. Hop. Donc le Twitter ColépiBTC et le Instagram aussi @TheMacronomist. Donc vous pourrez venir me voir là-bas. Je poste régulièrement sur toutes les plateformes sous des formats différents, donc n'hésitez pas. Parfait. Peut-être un dernier mot pour clôturer cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur dont on n'a pas parlé? Enfin, une petite insight, un petit message motivant, je sais pas, pour les gens qui sont restés jusqu'au bout. Alors, j'ai pas vraiment de message motivant, on va dire, mais si je peux plusieurs années sur le marché, ce que je peux dire, c'est que personne ne sait rien de ce qui va se passer. Ne faites confiance qu'à vous-même. Prenez de l'information, grappillez de l'information partout, vous pouvez multiplier vos sources d'information et faites-vous toujours votre propre avis, parce que la vérité c'est que personne, pas moi, pas Larry Fink, et personne ne sait ce qui va se passer demain. C'est je pense le plus important. Et aussi oubliez pas qu'il n'y a pas de repas gratuit. Donc c'est-à-dire que plus
la récompense est alléchante, plus le risque est élevé. Ça, c'est quelque chose que beaucoup m'ont appris à leur dépens lors de l'épisode Terra Luna ou encore FTX. Il n'y a pas de repas gratuit. Les 2 petites alphas. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Picsou, c'était Colépi. Tchuss.